Bonsoir, on va pouvoir commencer si vous voulez bien. Merci à tous d'être venus à cette conférence sur l'ingénierie sociale. L'idée en faisant cette conférence, c'est que ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est un barbarisme encore peu connu, mais qui recouvre un concept large, c'est-à-dire la planification et la modification du comportement humain à des fins de manipulation essentiellement politique. Donc il a été théorisé il y a presque 100 ans, et vraiment gravé dans le marbre en 1955 quand Bernays parlait d'ingénierie du consentement et d'ingénierie sociale. Et il s'appuie sur des techniques toujours plus développées avec les découvertes de la science. À l'époque, c'était la sociologie, la psychologie sociale, la psychanalyse. Aujourd'hui, c'est la cybernétique, le cognitivisme, les neurosciences et ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique et le neuromarketing. Donc pour disserter sur ce sujet, nous avons deux invités. Paolo Cioni, qui nous vient exprès d'Italie, qui est neuropsychiatre et enseignant en psychopathologie à l'Université de Florence. Donc merci. Et auteur avec son collègue Marco Della Luna, qui est avocat, d'un gros bouquin qui s'appelle Neuroesclave, technique et psychopathologie de la manipulation politique, économique et religieuse, et qui viendra disserter sur le terme du neuroesclavage. Et Lucien Cerise, qui est, certains d'entre vous connaissent déjà, qui est auteur notamment de Gouverner par le chaos et oliganarchie, qui lui traitera du neuropiratage, et qui ouvrira. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura les deux conférenciers qui interviendront, et il y aura ensuite un échange avec la salle, mais après ces deux interventions. Je vous remercie. Bon. On m'entend, c'est bon, ça marche? Ah oui, non, il faut mettre sur le 1, 2, 1, 2, très bien. Donc je vais commencer mon intervention par une citation donc, de Paolo Cioni, donc, tirée de Neuroesclave. Conditionner les masses. Il avait déjà expliqué comment la relation de l'homme avec le monde extérieur et avec ses semblables est dominée par des stimuli secondaires, les symboles linguistiques. L'homme apprend à penser avec les mots et les symboles qu'on lui a donnés. Et ceux-ci finissent par conditionner toute sa vision de la vie et du monde. Comme dit Dobrogaïev, excusez-moi, le langage est le moyen d'adaptation de l'homme à son milieu. Nous pourrions reformuler cette affirmation de la façon suivante. Le besoin de communication avec ses semblables influence la relation de l'homme avec le monde extérieur, parce que le langage et son système sont variables et non objectifs. Dobrogaïev poursuit, les manifestations linguistiques font partie des fonctions de réflexe conditionnés du cerveau humain. Nous pourrions dire plus simplement que la personne qui dicte et formule les mots et les phrases que nous utilisons, donc qui commande les médias, fait qu'elle est maître de l'esprit. Donc, fin de citation de l'ouvrage Neuroesclave de Paolo Cioni et Marco Della Luna, qui donc pose tout au long de ces pages la question centrale de l'ingénierie sociale, comment pirater un cerveau ? Comment prendre le contrôle à distance d'un sujet pour, au choix, le réduire en esclavage, le détruire ou, au minimum, modifier son comportement. Le cerveau a deux origines, génétique et épigénétique. On peut donc pirater un cerveau en piratant le donné génétique ou en piratant le construit épigénétique. Le substrat génétique est donné par la naissance, par héritage génétique. L'épigénétique, quant à lui, se construit dans la relation avec l'environnement, notamment socioculturel. Le cerveau est programmé génétiquement, pratiquement sans contenu, mais pour être plastique et apprendre du contenu. Donc pour être actif et curieux de son monde, avide d'être façonné par une influence épigénétique et environnementale, laquelle imprimera au cerveau une architecture neuronale par intériorisation d'une pression extérieure, largement socioculturelle. Cette double origine entre une machine physique d'origine génétique mais muette et un logiciel d'origine épigénétique qui la fait parler induit qu'il est possible donc de pirater le cerveau, en agissant directement sur sa matérialité physique héritée génétiquement. Par métaphore informatique, on pourrait parler du hardware, et donc les stimuli primaires qui sont les signaux électriques du système nerveux et les signaux chimiques du système hormonal dit encore endocrinien. Première façon, donc de pirater le cerveau. Ou deuxième façon, indirectement, en piratant le logiciel du cerveau. Donc toujours en filant la métaphore informatique, son software. Donc en piratant les stimuli secondaires transmis épigénétiquement, c'est-à-dire les représentations, mots et images qui définissent son câblage neuronal. Donc en introduction à l'exposé de Paolo, et en écho à l'extrait de son livre cité en exergue, moi je vais me concentrer sur ce piratage de l'épigénétique du cerveau, en particulier dans ses aspects socioculturels, psychologiques et langagiers.
Donc pour illustrer mes propos par un exemple, je traiterai donc de la théorie du genre, ou qu'il faudrait sans doute renommer théorie de la confusion des genres, en tant que virus cognitif particulièrement puissant. Donc, comme le dit le célèbre pirate informatique Kevin Mitnick, le maillon faible dans tout système de sécurité réside dans le facteur humain. L'ingénierie sociale, qui vise de préférence les points de vulnérabilité des systèmes, consiste donc à pirater l'humain. C'est aussi ce que nous dit David Castonguay dans un mémoire de 2009 en criminologie à l'Université de Montréal et intitulé « Pirater l'humain », on pourrait dire sobrement intitulé « Pirater l'humain, l'analyse du phénomène d'ingénierie sociale ». On peut pirater l'humain de diverses façons, plus ou moins invasives. Dans le sillage du transhumanisme et de l'humain augmenté par la technologie, le biohacking travaille à bricoler l'ADN ou les cellules, quand le body hacking se consacre aux modifications corporelles, prothèses et implants électroniques divers. L'objet de notre étude ici, ce soir, consiste plus précisément à pirater le psychisme humain, donc pirater le cerveau, donc ce que j'appelle du neuropiratage, sur le modèle du neuroesclavage. Donc les implants ici sont cognitifs, ce sont des conditionnements. Il y a deux grands types de conditionnements, au sens de Pavlov et au sens de Skinner. Bon, je n'entre pas dans les détails parce que ce qui m'intéresse, c'est leur point commun. Les deux types de conditionnement se modélisent par une formule informatique très connue, très célèbre, dont l'acronyme est IFTTT, qui signifie en anglais if, this, then, that, et donc en français si ceci, alors cela. Donc cet algorithme élémentaire que l'on rencontre dans un langage de programmation informatique simple comme le BASIC, pour ordonner un comportement à la machine, c'est la racine de toute formule de tout conditionnement et de tout programme comportemental qui associe une donnée contextuelle, un stimulus déclencheur, un trigger en anglais, avec une instruction comportementale, une action. Cette articulation entre un déclencheur contextuel et une action en réponse reproduit un clivage intérieur-extérieur, entrée-sortie, input-output, et constitue le principe du feedback et de l'échange d'informations selon une boucle de rétroaction entre un système comportemental, cybernétique ou vivant, et son environnement. Donc, en quelque sorte, c'est une espèce de simulation de l'être vivant. Vu sous cet angle behavioriste, le psychisme humain ne se distingue pas substantiellement d'une machine. Les deux sont composés de variables et de constantes qui échangent de l'information avec leur environnement. Le neuropiratage du cerveau consistera à isoler les constantes, c'est-à-dire les programmes, les routines, les algorithmes, les structures, les habitudes, les habitus, éventuellement en sociologie, donc les traditions en quelque sorte, pour au choix les observer simplement, on peut appeler ça du vol de données, ou les réécrire, piratage d'influence, ou encore pour les détruire, tout simplement. Il y a deux étapes dans le neuropiratage épigénétique, le hameçonnage et le conflit triangulé. Donc, pirater un cerveau en passant par son logiciel épigénétique, c'est-à-dire son environnement sémantique et socioculturel, se fait en deux temps. 1. Contourner les mécanismes de défense pour s'introduire dans la machine furtivement. 2. Si l'on est un black hat, donc un méchant pirate, réécrire le code pour faire dysfonctionner la machine, provoquer un bug. Dans un premier temps, pour qu'il y ait piratage effectif, donc furtivité du viol, les apparences du non-viol et du respect de l'intégrité doivent être respectées. Pour que l'on puisse parler de piratage, il faut nécessairement que le piraté en reste inconscient. Si le piraté est conscient du piratage, ce n'est plus un piratage, par définition. En ce sens, le neuropiratage, le viol furtif du cerveau, doit respecter l'ergonomie cognitive du cerveau, c'est-à-dire sa manière habituelle de fonctionner, donc ses routines, ses algorithmes. Comment ? Par le hameçonnage. C'est un concept proche du cheval de Troie. En anglais, on appelle ça le phishing, P-H-I-S-H-I-N-G, qui donne l'illusion que tout est normal et qui trompe le cerveau sur le processus en cours. Le cerveau ne doit pas détecter d'anomalie à première vue. Dans l'idéal, il doit même désirer ce qui se passe.
Donc, pendant l'opération d'intrusion et de viol furtif, le pirate doit donc reproduire au minimum les apparences d'un fonctionnement normal des choses en produisant de l'indifférence à son égard. Et dans l'idéal, il doit même faire désirer au cerveau le processus en cours de son propre piratage, en produisant de la confiance à son égard, ce qui est proche de la fabrique du consentement par l'utilisation des mécanismes du syndrome de Stockholm. Une fois que l'on a gagné l'indifférence ou la confiance, et que l'on s'est introduit dans la machine furtivement, ce qui est la première étape donc dite du hameçonnage, on peut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le bidouillage du code source pour faire bugger la machine. Autrement dit, la reconfiguration du système de représentation intériorisé par le cerveau pour le cramer comme un disque dur. C'est le moment du conflit triangulé, qui consiste à implanter des contradictions internes au système, donc orchestrer un conflit sous contrôle entre les parties du système pour leur donner un mouvement séparatiste, centrifuge, et donc faire monter l'entropie et le désordre au sein du système et briser son unité organique et fonctionnelle. Je vais détailler un peu la première étape, donc le hameçonnage, qui se comprend en fait en deux notions, l'invisibilité et l'impunité. Le faisceau de l'attention consciente est sélectif et possède des angles morts et des tâches aveugles, ceux-là même que le pirate devra repérer ou créer pour rester hors du champ de vision du cerveau et s'y introduire furtivement, sans être perçu. Pour reprendre donc là aussi la métaphore de la pêche à la ligne, le poisson hameçonné n'a perçu que l'asticot, pas le crochet qui va le tuer, ni le pêcheur sur la rive qui va le manger. Les points de cécité de la conscience sont les zones qui ne focalisent pas l'attention, qui ne la retiennent pas. Ce qui ne retient pas l'attention, c'est ce qui laisse indifférent. Pour devenir invisible, il faut donc parvenir à créer une tache aveugle en suscitant l'indifférence. On peut aussi provoquer une tache de confiance, entre guillemets, car la confiance endort la vigilance et détourne l'attention autant, sinon plus, que l'indifférence. Dans tous les cas, si l'on provoque la méfiance, l'objectif est raté, car on redevient visible. La maîtrise de la gamme des relations confiance, indifférence, méfiance est donc la clé de l'ingénierie sociale et du neuropiratage. Pour contourner les mécanismes de défense du cerveau et donc y entrer furtivement et en prendre le contrôle, il existe donc une recette, comme on parle d'une recette de cuisine, une succession d'opérations à accomplir dans un certain ordre pour atteindre un certain but. Cette méthode quasi mathématique de la prise de pouvoir peut même se quantifier au moyen d'une approche scientifique et rationnelle dérivée de la cybernétique. À l'origine, la cybernétique a été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale par Norbert Wiener pour effectuer des calculs de balistique militaire, dont le but était de réduire la rétroaction négative, autrement dit le contre-coup et le choc en retour dans les canons et les avions qui tiraient des projectiles. Cela s'appelle le shock testing ou test de choc. Transposer ces calculs de balistique militaire dans une balistique sociale permet de réduire et, si possible, de supprimer toute rétroaction négative aux impacts provoqués. Donc, permet de supprimer tout contre-coup et tout choc en retour aux destructions que j'inflige, moi par exemple, si je suis très puissant, que j'inflige dans la société. Donc c'est le calcul quasi mathématique de la prise de pouvoir. En effet, qui que je sois, où que je sois, quoi que je fasse, s'il n'y a pas de choc en retour à ce que je fais, cela veut dire que je suis en position de pouvoir. L'absence de choc en retour porte aussi un autre nom, l'impunité. Pour atteindre l'impunité, il faut devenir invisible. On reconnaît le mythe de l'anneau de Gygès, narré par Platon dans La République, puis repris par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Donc dans son grand œuvre, Tolkien imagine plusieurs anneaux de puissance partagés par les peuples de la Terre du Milieu, mais il y en a un plus puissant que les autres qui peut, dans les ténèbres, les lier, à comprendre, les contrôler de façon occulte. C'est l'anneau du pouvoir suprême que Sauron recherche et que Frodon doit détruire.
et qui confère l'invisibilité à qui le passe à son doigt, métaphore de l'impunité totale, donc du pouvoir total. Le vrai pouvoir est invisible. Un pouvoir visible sera toujours moins puissant qu'un pouvoir invisible. Un pouvoir, dans le monde réel, bon, évidemment, l'anneau de pouvoir n'existe pas. L'anneau de pouvoir qui rend invisible. Donc, devenir invisible équivaut le plus souvent à passer inaperçu. Donc, se cacher dans la lumière, selon la formule maçonnique. L'ingénierie sociale, en tant qu'art de la modification d'autrui à son insu, pourrait, à bien des égards, être décrite comme la version laïcisée, en quelque sorte, ou scientificisée des doctrines hermétiques et ésotériques de manipulation de masse, sorte de technique de magie sociale, de mentalisme politique, de prestidigitation hypnotique collective, fondée sur l'exploitation des tâches aveugles du faisceau de l'attention et le jeu avec la dialectique visible-invisible, ombre et lumière, dans l'architecture des sociétés humaines. Historiquement, par exemple, la franc-maçonnerie est la première doctrine unifiée de l'influence subliminale de masse, justiciable dans les termes d'un grand œuvre de constructivisme social, donc d'ingénierie sociale. Là, on n'est même plus dans les métaphores. Enfin, plus vraiment. Donc, maintenant, la question, c'est comment devenir invisible, au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire comment passer inaperçu. Comment se cacher dans la lumière, c'est-à-dire comment atteindre l'impunité en toutes circonstances, donc comment prendre le pouvoir et exercer une emprise totale sur autrui. Premier élément de réponse, inhiber chez autrui tout esprit critique contre soi, inhiber toute suspicion, toute méfiance et toute surveillance. Comment? En éveillant la confiance ou l'indifférence. Comment? En se faisant passer pour une victime, de sorte à inhiber tout procès d'intention à son égard. Donc pour en finir avec les chocs en retour, rien de tel que de se faire passer pour une victime, un être en position de faiblesse, donc incapable de faire du mal, de commettre une violence, une violation, un viol. De fait, qui dit piratage, dit viol furtif, donc invisibilité du violeur, ou du moins inattention portée au violeur. La maîtrise de la focalisation de l'attention du cerveau, c'est-à-dire la maîtrise de la gamme des relations de confiance, indifférence, méfiance, c'est donc absolument central. Cette maîtrise de l'attention possède une base émotionnelle et qui est structurée par des rôles à jouer et des places à occuper dans la fantasmatique sociale. Ces rôles et ces places définissent des situations archétypales de groupe qui obligent à adopter tel ou tel comportement par rapport à la place occupée par les autres. Apprendre à installer ce genre de situation obligeante pour manipuler autrui, en le forçant à s'engager dans un comportement, est un chapitre de la psychologie sociale et de la dynamique des groupes. Comme nous l'apprennent les auteurs du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Dans cette perspective, l'implémentation de la figure d'analyse transactionnelle appelée triangle Karpman, dite aussi triangle dramatique, d'après Stephen Karpman en 1968, est l'une des plus connues. Le triangle dramatique de Karpman consiste à réduire le discours politique à 3 places: le bourreau, la victime et le sauveur. Si le neuropirate ne parvient pas à susciter l'indifférence simple, il doit donc impérativement susciter la confiance, en occupant la place de la victime ou du sauveur, ou du sauveteur. Tout individu ou tout groupe social qui réclame à corps et à cri le statut de victime ou de sauveur est donc en train de mettre en place un triangle de Karpman. Le discours de la minorité persécutée s'inscrit dans ce dispositif et constitue un outil de neuropiratage, un hameçon efficace pour endormir la méfiance. Quand le statut de victime ou de sauveur est acquis par l'un des acteurs de la situation, conduisant à ce que les autres acteurs ne se méfient plus de lui, la victime ou le sauveur peut alors
celui qui occupe la place de la victime ou du sauveur, peut alors commencer à détruire les autres furtivement, sans même que ces derniers ne soient en état de comprendre ce qui se passe exactement. Violer et détruire le cerveau furtivement suppose donc de le faire entrer dans un conflit triangulé, dont la structure est un duel entre deux acteurs, supervisé et orchestré par un troisième acteur. Il s'agit donc d'une mise en scène d'un conflit entre deux parties, mais sous contrôle d'une troisième partie, dont le travail consiste à lancer puis entretenir le conflit depuis sa position située hors du faisceau de l'attention. Pour rester inaperçu, hors de l'attention, le sommet du triangle, qui organise le conflit, devra produire de la confiance ou de l'indifférence à son égard en occupant la place de la victime ou du sauveur. Puis, il devra faire monter la méfiance entre les acteurs qui occupent la base du triangle en les décrivant comme des bourreaux mutuels pour générer un conflit entre eux, ce qui revient à les faire entrer dans une rivalité mimétique, au sens de René Girard. C'est la deuxième phase du piratage, celle-là, qui consiste à inoculer dans les cerveaux un virus mortel séparatiste, en quelque sorte, en introduisant des contradictions internes dans le système cible jusqu'à provoquer la rupture des parties en présence. Je vais maintenant détailler la structure que doit adopter le virus. Donc, le virus épigénétique adopte toujours la forme d'une propagande de guerre, autrement dit un conflit triangulé, c'est-à-dire une rivalité mimétique orchestrée, une tension stratégique et sous contrôle. Après avoir gagné la confiance ou l'indifférence du cerveau, pour le tromper sur l'identité de son ennemi, on peut donc le pirater furtivement et lui injecter le virus qui va le faire dysfonctionner. Donc, augmenter ses contradictions internes, son entropie et son désordre. Pour savoir comment faire dysfonctionner le cerveau, il faut déjà connaître son mode de fonctionnement normal. Les sciences cognitives montrent que le cerveau fonctionne normalement par héritage mimétique de stéréotypes. Autrement dit, le cerveau fonctionne par hiérarchisation, imitation, modélisation. Chercher à empêcher l'une de ces trois activités, c'est chercher à empêcher le fonctionnement normal du cerveau. Cet empêchement à fonctionner est exactement ce que le neuropiratage offensif se donnera pour tâche, avec pour cible le cerveau et pour finalité la destruction. Pour faire bugger le cerveau méthodiquement dans le cadre d'un conflit triangulé, il faut donc lui injecter un virus anti-mimétique, anti-hiérarchisation et anti-stéréotype. Alors je vais faire un point sur les trois modes de fonctionnement du cerveau. Le fonctionnement mimétique du cerveau possède donc un fondement cérébral, les neurones miroirs, découverts par l'équipe de Giacomo Rizzolatti au département des neurosciences de la faculté de Parme. Les neurones miroirs impliquent que les informations nécessaires à ma survie dans le monde me viennent en priorité de l'observation des autres sujets en lesquels j'ai confiance, avant même de venir de l'observation du monde objectif lui-même. C'est ce qui s'appelle l'apprentissage. Mon cerveau ne calcule pas directement son rapport à l'environnement, il passe d'abord par les résultats que les autres cerveaux lui transmettent. Donc pour des raisons de synchronisation et d'organisation sociale, le cerveau voit comme voient les autres cerveaux, et non comme les faits se présentent par eux-mêmes. L'étude des neurones miroirs a montré que le cerveau donc, apprenait les informations nécessaires à son adaptation environnementale par imitation d'un père, ce qui suppose déjà que ce dernier en sache plus, et surtout soit reconnu comme tel et soit pris comme référence. Exemple à suivre, modèle à copier. Bref, comme un aîné et un support d'appariement et d'imitation stéréotypée. Donc on se reportera toujours à René Girard ainsi qu'aux recherches de Luc Laurent Salvador, moins connu, mais très intéressant aussi. Avec le mimétisme, le cerveau fonctionne de manière sélective, discriminante et hiérarchisée. La perception, la mémoire, le traitement de l'information sont sélectifs, discriminants, hiérarchisés. Les sciences cognitives, la phénoménologie de la conscience et les diverses théories de l'attention ont analysé ce qui relève en fait de l'évidence, à savoir que la perception et le faisceau de l'attention sont perspectivistes et s'exercent toujours depuis un angle particulier, partiel et non global.
Pour le cerveau, penser, c'est toujours trier, classer, distinguer, différencier, sélectionner, discriminer. Tout ne se vaut pas, certaines choses sont supérieures à d'autres, d'autres choses ne sont pas permises, et d'autres encore ne sont pas possibles. Il existe des limites, objectives et subjectives. Prétendre le contraire, que tout se vaut, que tout est permis ou que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, revient à empêcher le fonctionnement normal du cerveau, ce qui peut parfaitement relever d'une stratégie intentionnelle de guerre cognitive, psychologique et culturelle. Troisième point, le cerveau appréhende son environnement au moyen de stéréotypes. Stéréotype est un autre mot pour représentation, modélisation, théorie, schéma. Or, la représentation n'est jamais équivalente au réel qu'elle représente. La carte n'est pas le territoire, voir Korzybski et la sémantique générale. Le réel, le territoire, est composé de nuances infinies. Alors, ce fut l'objet de la peinture impressionniste, par exemple, que d'essayer de rendre compte de ces nuances infinies. Mais le cerveau n'est pas équipé pour traiter l'infini en soi. Pas plus que des nuances infinies. Il ne les voit pas, tout simplement. De plus, traiter l'infini est, par définition, une quête sans fin, par définition, car les nuances et la complexité sont fractales. On les retrouve à toutes les échelles d'observation, comme des poupées russes emboîtées. À un moment, si l'on veut simplement agir, il faut donc s'arrêter sur une portion de réel et sur une version provisoire de sa représentation, ce que l'on appelle une théorie. Une théorie est toujours approximative, hypothétique. Une représentation est toujours une simplification. L'erreur fait partie des conditions de la vie, écrivit Nietzsche dans Le Gai Savoir. Le cerveau étant incapable de traiter le réel et ses nuances infinies directement, il doit donc nécessairement passer par des représentations schématiques, des modélisations, des théories, des stéréotypes simplificateurs qui ne retiennent que les grandes lignes. C'est la gestalt dans la psychologie de la forme, l'archétype chez Jung, l'idéal type dans la sociologie de Max Weber, l'essence, eidos en grec, transcendante chez Platon ou immanente chez Husserl. Donc, à l'image du fonctionnement du cerveau, les théories sont également lacunaires et sélectives. Le mathématicien et logicien Kurt Gödel a montré que les théories complètes ne sont pas complètement démontrables. Les métaphysiques contiennent toujours des propositions indémontrables, et que les théories complètement démontrables sont incomplètes. 1 plus 1 égale 2 est complètement démontrable, mais c'est trivial. Donc, transposé et appliqué en épistémologie, les théorèmes d'incomplétude de Gödel disent en substance que l'on ne peut pas tout avoir en même temps. Soit c'est sûr et certain, mais ce n'est pas très intéressant, 1 plus 1 égale 2, soit c'est très intéressant, mais cela ne peut pas être sûr et certain. Dieu existe. Bref, l'expérience du réel est nécessairement exclusive, sélective, schématique, lacunaire, donc partiellement fausse. On peut donc parler du rôle positif des stéréotypes, y compris des stéréotypes de genre, dans la psychogenèse, et même de leur rôle en réalité incontournable, ce qui évacue le débat positif-négatif. De toute façon, on ne peut pas faire sans. Le cerveau appréhende son univers en le représentant, donc en le simplifiant au moyen de stéréotypes et de modélisations nécessairement schématiques et imparfaits. Il est impossible de s'affranchir de ce mode de fonctionnement au risque d'handicaper son fonctionnement normal. Maintenant, voyons comment pirater le fonctionnement mimétique, hiérarchisé et stéréotypé du cerveau. Ce handicap provoqué est très exactement le but du neuropiratage, aussi ce que j'appelle l'ingénierie sociale négative. La transmission, donc voyons un peu ce que peut être de l'ingénierie sociale positive. La transmission pédagogique qui assure la continuité socio-culturelle et le continuum de tout groupe organisé repose sur l'imitation hiérarchisée de stéréotypes, c'est-à-dire sur la définition et la communication de normes. Sans normes, sans langage commun, un groupe explose. Pour désorganiser un groupe et le détruire à terme, il faut donc briser son continuum en brisant sa capacité à l'imitation hiérarchisée de stéréotypes et à la communication de normes. Ces contraintes structurelles du système nerveux central font que l'égalitarisme, c'est-à-dire l'interdiction de hiérarchiser les valeurs et les êtres en fonction de stéréotypes, aboutit à plonger le cerveau dans un état d'incapacité au mimétisme, à l'apprentissage et à la socialisation normative. Le relativisme qui en résulte induit la paralysie du cerveau et du jugement et provoque de l'inhibition comportementale à caractère autistique. Les pédagogies modernes dites anti-autoritaires, qui prétendent lutter contre les stéréotypes
de genre par exemple, ou niveler la hiérarchisation nécessaire entre le maître et l'élève, le parent et l'enfant, sont en réalité pathogènes, ralentissent l'activité nécessaire de modélisation par laquelle le cerveau comprend son monde, et donc fabrique des enfants handicapés, hyperactifs, incapables d'imiter, d'apprendre, de se socialiser par l'intériorisation d'une norme comportementale. Et donc qui deviennent généralement ensuite des pervers sociopathes ou toxicomanes, individualistes, des libéraux libertaires, dénués du sens collectif le plus élémentaire. Pour faire dysfonctionner le cerveau, il faut donc lui inoculer un virus incapacitant qui va le faire bugger, en lui interdisant l'opération mentale de l'imitation hiérarchisée et stéréotypée, ce qui lui barrera mécaniquement l'accès à l'acquisition et au traitement de nouvelles informations. L'idéologie de la confusion des genres, impliquant la confusion des générations, qui cherche à empêcher, voire interdire l'imitation hiérarchisée de stéréotypes, fondateur pour l'identité, et qui rabat tout sur le choix individuel, est le virus mental prototypique à injecter au cerveau pour le faire dysfonctionner. Dès lors qu'il n'y a plus de normes, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de forme fixe. Et donc on tombe dans la société à l'état liquide dont parle Zygmunt Bauman, sociologue. Évidemment, un cerveau en bonne santé refusera de se laisser infecter par ce virus individualiste, nivelant et dissolvant, et développera des défenses immunitaires s'il sent qu'il est attaqué. Pour que le cerveau ne se sente pas attaqué et qu'il accepte de se laisser contaminer, il faut donc que la menace ne soit pas perçue. Le virus mortel doit même être perçu comme salutaire. C'est le rôle du hameçon. Le faux bien pour un vrai mal. L'appât présenté par un ennemi ayant gagné notre confiance, car il occupe la place de la victime ou du sauveur, ou ayant gagné l'indifférence, car il occupe un angle mort du faisceau de l'attention du cerveau, ou qu'il est caché derrière une tache aveugle. Je vais décrire plus avant la morphologie antinormative du virus. Le fonctionnement normal du cerveau donc est normatif. Le virus cognitif mortel doit donc être antinormatif. Or, de manière assez candide, l'idéologie de la confusion des genres revendique son caractère antinormatif, donc criminel. Raison pour laquelle il faudrait l'interdire, car il s'agit effectivement d'un virus tueur. Expliquons ce fait qui tient de l'évidence, mais dont il faut pouvoir rendre compte malgré tout. Le fait que le cerveau ait une origine génétique, mais aussi une origine épigénétique, a servi de prétexte au constructivisme de la confusion des genres pour affirmer que l'on pouvait s'abstraire totalement de l'origine génétique dans la construction épigénétique de l'identité de genre. C'est la phrase existentialiste de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient », déployée par Judith Butler dans « Troubles dans le genre » et qui peut s'étendre aux hommes, évidemment. Cette erreur repose sur une méconnaissance du fonctionnement du cerveau. En effet, le domaine épigénétique, dont l'identité de genre fait partie, se construit dans le rapport entre le corps et son environnement. Or, les femmes et les hommes ne sont pas des anges, des esprits purs. Nous sommes des créatures incarnées, avec des corps génétiquement différents. Notre identité socioculturelle, dont l'identité de genre fait effectivement partie, est une représentation du corps, donc un rapport au corps et à notre héritage génétique. Cette identité de genre, soit la représentation du sexe, est donc construite par indexation sur la différence anatomique d'origine génétique. Et elle est donc élaborée au travers du rapport différent à l'environnement et à autrui que cette différence anatomique prédispose, en particulier à cause du relief épidermique, le moi-peau, moi-peau, dont parle Didier Anzieux, et de la conformation des orifices du corps, interface et point de passage entre l'intérieur et l'extérieur du corps, et point de communication entre l'individu et son environnement. L'identité de genre est donc effectivement une représentation construite, mais depuis un socle réel, malgré tout, celui de la différence génétique hétérosexuelle, qui implique l'hétéronormativité, sauf à produire des effets de déréalisation psychotique.
Quand un homme croit être une femme ou l'inverse, il s'agit au minimum d'un syndrome psychotique. Le premier système de représentation du cerveau est donc non seulement sexué, mais encore hétéronormé. L'hétéronormativité est la source de toute norme. C'est la norme des normes, la méta-norme, méta comme métaphysique, méta, trait d'union, norme. Freud et à sa suite Lacan ont montré que l'accès à la pensée et au langage articulé se réalise par l'intériorisation d'une structure sociale de différenciation et d'articulation identitaire hétéronormative, le fameux complexe d'Oedipe. À l'opposé, on a l'antimodèle de l'anti-Oedipe, au sens de Deleuze et Guattari, et de l'antipsychiatrie, c'est-à-dire l'absence de normes. L'absence de normes ne présente pas de problème excessif tant qu'elle reste minoritaire et exceptionnelle, confinée dans une sphère artistique par exemple, car elle bénéficie de l'immersion dans l'hétéronormativité majoritaire ambiante pour se restabiliser. Un peu comme un parasite en quelque sorte. En revanche, l'absence de normes est criminelle dès lors qu'elle prétend à devenir la norme. L'absence de normes, qui signifie aussi absence de loi, rend la communication impossible, rend donc la vie en société impossible. La vie en société suppose la dialectique, soit l'articulation des différences et des contradictions dans un langage commun. C'est ça la dialectique, c'est l'articulation des différences et des contradictions. Donc la vie en société suppose la capacité à faire tenir ensemble un collectif différencié, ce que nous sommes ici ce soir par exemple, nous sommes un collectif différencié. Donc la vie en société suppose la capacité à faire tenir ensemble un collectif différencié au moyen d'une grammaire mentale partagée et structurante. Ce que l'on appelle donc une loi aussi. Ça peut être une langue, hein, tout simplement. Hein. Si on peut communiquer, c'est parce qu'on partage la langue française, par exemple. Et au-delà, donc, les lois sociales sont sur ce modèle de grammaire structurante pour un collectif différencié, qui fait le trait d'union entre les différences. Donc c'est très exactement cette loi fondatrice, hein, qui est l'aptitude dialectique à articuler les différences, que l'hétéronormativité oedipienne du schéma familial intériorisé nous apprend. Pirater l'Oedipe, hein, l'hétéronormativité, donc la loi fondatrice, la norme des normes, c'est donc pirater le code source hétéronormé du cerveau, qui est à l'origine de toute forme de structure psychosociale différenciée, à l'origine de toute forme de dialectique, de toute forme d'intersubjectivité, de compétences linguistiques, culturelles, civilisationnelles. Pirater l'Oedipe, c'est pirater le code racine du patrimoine épigénétique de l'espèce humaine tout entière. C'est pirater la réalité humaine. Il se trouve que l'anthropologie, la sociologie, enfin en tout cas des anthropologues et des sociologues, se mettent au service du neuropiratage. Cette vaste désoedipianisation anomique, antinormative, criminelle et criminogène, est exactement le projet nourri par des universitaires comme Éric Fassin, sociologue, qui écrit « Ce qui est en cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. Il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale. » Je crois que oui, c'est bon. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi Ruven Augian, directeur de recherche au CNRS, qui dit bon, je ne vois aucun inconvénient à la polygamie, ni à l'inceste, ni au mariage avec les animaux s'il y a consentement mutuel. Ce qui est plus compliqué avec les animaux, il le reconnaît lui-même, bon, au moins il a cette sagesse, enfin, ce reste de conscience, de lucidité. Loin de s'achever aujourd'hui, les politiques minoritaires ouvrent une brèche dans laquelle il importe de s'engouffrer pour repenser l'ordre sexuel et social. Voilà. Pimpon. Voilà. Voilà. C'est à ça que ça me fait penser. Ou comme donc l'anthropologue français reconnu au niveau international et médaille d'or du CNRS, Maurice Godelier, qui, en soutien à la confusion des genres et au pseudo-mariage homo, qui est donc un ancien assistant de Claude Lévi-Strauss, et qui affirme dans ses interventions depuis plusieurs années que le complexe d'Oedipe peut être transgressé sans dommage pour l'individu et la société.
Godelier attaque donc la famille et ses déterminismes structurants pour lui substituer un principe de soi individuel proche des théories libérales de l'autofondation, le self-made man, etc. Ce faisant, il attaque le fonctionnement normal du cerveau, imitation hiérarchisée de stéréotypes, ainsi que le principe de socialisation réaliste de l'Oedipe qui en dérive. Donc tolérer la frustration, apprendre la jouissance partielle, la gratification différée, la sublimation, la patience, le travail. Je développe ça un petit peu après. Et donc court-circuiter tout ça pour leur substituer le déchaînement individualiste du principe de plaisir immédiat et du délire de toute puissance qui va avec. Toute la gamme des pathologies borderline et état limite apparaît quand le principe de réalité vacille et que le principe de plaisir et sa fantasmatique libérale libertaire envahissent le psychisme. Quand Freud parle du principe de réalité, opposé au principe de plaisir, il désigne l'accès du psychisme à la notion de limite et de frontière. Sans l'intériorisation d'une limite comportementale, éthique, morale, identitaire, la socialisation et la vie en société sont juste impossibles. En obligeant l'enfant à renoncer à la totalité, donc le complexe d'Oedipe a pour fonction de mettre en place ses premières limites et frontières identitaires, être un homme ou une femme, être le parent ou l'enfant. Le message est clair, tu n'es pas ce que tu veux, donc tu ne fais pas ce que tu veux. L'intériorisation de cet organigramme normatif contraignant à 4 places est la condition sine qua non pour accéder à une représentation de la réalité indexée sur le réel, donc à une représentation réaliste des choses, qui ne dérive pas dans une errance de plaisir effréné à caractère toxicomane. Avant d'aller plus loin, je souhaite dissiper quelques malentendus sur la notion de complexe d'Oedipe. Contrairement à un malentendu courant sur cette notion, le bébé n'a pas envie de coucher avec sa mère. Cela pour une raison très simple, le bébé ne sait même pas que c'est sa mère, ni a fortiori qu'il soit possible de coucher avec qui que ce soit. Le bébé perçoit confusément quelque chose qui lui fait du bien, et il veut rester collé à ce quelque chose qui lui fait du bien, parce que ça lui fait du bien, tout simplement. Or, la socialisation du bébé, son entrée dans le monde et la vie sociale normale, requiert nécessairement qu'il se décolle de ce quelque chose qui lui fait du bien. Donc il défusionne à un moment du giron maternel. C'est le rôle du père, d'introduire le bébé à tout ce qui constitue une altérité à ce monde primitif et fusionnel de la mère. Un échec dans ce processus de socialisation dialectique hétéronormatif, et c'est l'entrée dans la psychose. Une définition claire, la plus claire possible que j'ai trouvée de la psychose, c'est le flou identitaire. Or, l'échec dans l'accès à l'hétéronormativité, échec qui signera l'entrée dans la psychose et le flou identitaire, peut être provoqué volontairement par un piratage du mécanisme oedipien. Donc la construction hiérarchisée, mimétique et stéréotypée de la réalité est impossible si des différences et des limites identitaires fixes ne sont pas clairement posées, condition de la stabilisation des choses. Le psychisme doit donc apprendre à se discipliner et à observer des limites. Je suis un homme, pas une femme. Je suis un parent, pas un enfant. Dans son expression la plus simple, le complexe d'Oedipe est donc le processus par lequel on apprend à supporter la frustration et à renoncer au tout de suite. En 4 mots, l'Oedipe, c'est renoncer à la totalité. C'est l'étape éducative par laquelle le cerveau doit passer pour tolérer que la satisfaction des désirs ne soit pas immédiate et complète. Ce mécanisme psychosocial porte un autre nom, c'est donc la gratification différée en français, en anglais delayed gratification. Donc ce mécanisme donc, de la gratification différée n'est pas naturel, comme le prouvent les hurlements du nourrisson dès qu'il est frustré, car lui veut encore tout de suite. Cette faculté à renoncer au caprice doit être apprise, car c'est la condition de toute socialisation humaine normale. La socialisation consiste à supporter de ne jouir que partiellement et non complètement, et à sublimer le désir en acceptant de différer sa satisfaction dans le temps, ce qui introduit à la capacité de travail. Le travail est synonyme de patience,
donc d'intériorisation du mécanisme de gratification différée. C'est donc la maîtrise des instincts et du tonus émotionnel, le contrôle des humeurs. Pour détruire une société de manière indirecte, en faisant du neuropiratage et de l'ingénierie sociale négative, il suffit dès lors de la désœdipianiser, de sorte à transformer tous ces sujets en individus immatures et narcissiques, tels des enfants hyperactifs, incapables de patience, de concentration et de travail, inaptes à différer la gratification, qui deviendront des sociopathes pervers, impulsifs, incapables de se contrôler, voire de simples autistes incapables de mimétisme. La modélisation la plus compacte du complexe d'Oedipe est ce que Lacan a appelé la métaphore du nom du père. En clair, un objet abstrait, un mot, un signifiant, le nom du père, doit prendre la place d'un objet concret, le corps de la mère, en tant qu'objet du désir de l'enfant. Le premier objet de focalisation du désir infantile, le premier objet de l'attachement charnel du petit humain, est un corps protecteur et nourricier. La socialisation normale de l'enfant suppose qu'il renonce à fusionner avec cet objet réel et chargé d'émotions, son premier amour, entre guillemets, pour réorienter son attention et son désir sur un objet symbolique et abstrait, plus lointain et complexe. Ce faisant, donc le nom du père, ce faisant, il apprend à distinguer les choses et les mots, ce qui est la condition d'accès au langage et à la culture. Ce mécanisme est vécu comme un arrachement, un travail, une souffrance. De fait, il s'agit d'un déracinement du corps maternel pour un réenracinement dans le logos paternel et son quadrillage légaliste de l'existence. En effet, le giron maternel promet la satisfaction immédiate et complète du désir, c'est le monde du caprice. Or, il faut y renoncer pour apprendre à désirer un objet extérieur et purement mental, donc apprendre à désirer et à s'identifier à un discours, composé d'une matière sémantique rigide, obligeante et possédant force de loi et de grammaire. Donc passer de l'émotion charnelle à l'aridité du verbe et du concept, c'est le mécanisme même de la sublimation, qui est la condition d'accès à la compétence langagière, culturelle, idéale et à la socialisation normale, c'est-à-dire hétéronormée. A contrario, ce que recommande Maurice Godelier, effacer le nom du père du Code civil, il le dit, revient à enraciner l'individu dans une intériorité pré-langagière, pré-sociale, pré-normative, anomique, enfin hystérique au sens étymologique de l'utérus. Donc, ça induit tout un tas de phénomènes de désymbolisation, donc de déstructuration et de régression psychique à l'état fœtal, mais dans un corps d'adulte, qui est à l'origine de toutes les pathologies apparues dans les années 1970 à peu près. Je vais conclure donc sur le conflit, sur ce qui essaye de se mettre en place dans le monde occidental de nos jours, c'est-à-dire le conflit triangulé généralisé. Donc le pilotage rationnel et méthodique de la guerre de tous contre tous. La lutte contre les stéréotypes de genre vise donc à produire de la psychose, du flou identitaire psychotique. Depuis les mandats de Nicolas Sarkozy à l'intérieur, avec l'invention du délit d'homophobie en 2004, puis à l'Élysée quand son ministre à l'Éducation nationale, Luc Châtel, introduisit en 2011 la théorie du genre dans les lycées, ou quand furent organisés en 2009 et 2010 des colloques contre la transphobie à l'Assemblée nationale avec la participation de membres des lobbies les plus puissants, nous voyons se mettre en place un conflit triangulé généralisé avec les hétérosexuels en position de bourreaux et les non-hétérosexuels simultanément victimes et sauveurs. Pirater le cerveau pour lui inoculer le virus antinormatif de la confusion des genres fait entrer l'humanité dans l'ère du capitalisme intégral, radicalisé jusqu'à la location du ventre des femmes, dixit Pierre Berger, ce qui donne accès au pilotage scientifique de la guerre de tous contre tous. En déconstruisant l'Oedipe, la gratification différée, l'hétéronormativité, la loi, tout simplement, toute forme de grammaire, on barre l'accès au langage, à la sublimation, à la raison, à la dialectique,
à l'articulation des différences, à la civilisation. On fait monter le taux de barbarie générale et de contradictions internes insolubles, parce que des contradictions internes, il y en a toujours, mais là on fait monter le taux de contradictions internes insolubles, puisque le langage commun a disparu, en particulier les violences entre hommes et femmes, et entre parents et enfants. On prépare ainsi la banalisation de l'inceste, de la pédophilie et de l'euthanasie pour tous. Mais le tout reste sous contrôle. Ainsi, l'on gouverne par le chaos, on organise l'anomie, la psychose sociale, la démolition contrôlée du psychisme et de la société, et on effrite la réalité, littéralement. On liquide même toute forme de réalité en rendant impossible de se constituer une stabilité cognitive et psychosociale quelconque. Et on fabrique ainsi des neuro-esclaves. Et je passe maintenant la parole à Paolo.